Écoute, tu ne comprends pas. J'ai besoin d'un petit ami d'ici demain. Maël Lefebvre était un architecte de renom, un de ceux qui construisaient des tours de verre qui égratignaient le ciel parisien, mais il vivait au ras du bitume. Il possédait une fortune qui aurait pu acheter un petit pays, des costumes taillés à Milan et un appartement sous les toits de la rue de Rivoli d'où il voyait le Louvre, mais il se sentait plus vide qu'une cathédrale un lundi matin. Son secret, ce n'était pas une affaire de fraude ou de maîtresse cachée. C'était bien pire, il s'ennuyait. Une lassitude qui lui collait à la peau comme une seconde chemise, une incapacité totale à ressentir quoi que ce soit qui ne soit pas une obligation. Depuis que son associé de longue date, Lucas, avait pris sa retraite pour cultiver des oliviers en Provence, Maël avait perdu son unique soupape. Il travaillait, il signait, il déjeunait. C'était tout. Ce jour-là, comme tous les mardis, il s'était rendu au Chant des Sirènes, un bistrot chic du 7e arrondissement, connu pour ses nappes amidonnées et ses prix qui faisaient de fuir les touristes. Maël aimait l'endroit parce qu'il était prévisible. Les habitués étaient discrets et le service impeccable. C'est là qu'Inès travaillait. Inès, 23 ans, étudiante en lettres le matin et serveuse le soir, était l'incarnation de tout ce que Maël n'était plus. Elle était en mouvement. Elle se déplaçait avec une rapidité nerveuse entre les tables, jonglant avec les commandes de dorade et les verres de Sancerre sans jamais verser une goutte. Ses cheveux étaient tirés en un chignon strict, mais quelques mèches rebelles s'échappaient toujours, trahissant l'attention constante qu'elle portait. Elle ne souriait pas aux clients, pas par malice, mais parce qu'elle n'avait pas le temps de s'encombrer de futilités. Maël ne la remarquait pas spécialement. Pour lui, elle était une des composantes efficaces du décor, celle qui déposait son verre de Bordeaux et son plat du jour sans faire de bruit. Il était assis à sa table habituelle, près de la fenêtre donnant sur la petite cour intérieure où les serveurs fumaient rapidement entre deux services. Il n'avait pas touché à son tartare de thon. Il fixait le grain du bois de la table, essayant de se concentrer sur le rapport financier qu'il devait lire, mais les mots dansaient devant ses yeux. « Monsieur Lefebvre, tout va bien ?» demanda Inès, sa voix basse et professionnelle. Maël leva les yeux. Il réalisa qu'il avait mis 15 minutes à mâcher 3 fois le même morceau de pain. « Parfaitement, merci Inès. Un café, s'il vous plaît. » Elle hocha la tête et s'éloigna. Maël la regarda disparaître vers le comptoir. Il y avait quelque chose dans sa démarche, une sorte d'urgence silencieuse qui lui rappelait vaguement qu'il existait encore des gens qui avaient de vrais problèmes, des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus par un chèque. La salle se vidait doucement. Il était presque 14h30, l'heure où le restaurant bascule de l'effervescence du déjeuner à la torpeur de l'après-midi. Maël sirotait son expresso, essayant de se forcer à trouver une raison de se lever. C'est à ce moment-là qu'il entendit le bruit. Inès avait l'habitude de prendre ses appels personnels dans la petite cour, juste derrière la fenêtre de Maël. Normalement, elle parlait à voix basse, mais là, la conversation avait manifestement échappé à son contrôle. Elle était au téléphone, sa posture raide, les mains serrant fermement le combiné comme si c'était un moyen de rester ancré au sol. « Oui, maman, je sais pour le mariage de Juliette », commença-t-elle, sa voix teintée d'une irritation contenue. Maël, malgré lui, tendit l'oreille. La curiosité était un sentiment tellement rare chez lui qu'il s'y accrocha. « Écoute-moi, ce n'est pas la question de savoir si je veux venir à Bordeaux. La question, c'est que je dois venir. » Un silence, sans doute la mère d'Inès qui parlait longuement de l'importance de la famille et des apparences. Inès la coupa, son ton devenant brusquement aigu, presque désespéré. « Mais tu ne comprends pas, c'est le dîner de fiançailles. Tu sais très bien que si je n'arrive pas avec quelqu'un, tante Rose va recommencer avec l'histoire du studio. Elle l'a dit, maman. Si je ne suis pas installé, elle donne l'argent à Juliette pour son voyage de noces. C'est le seul moyen d'avoir mon apport pour l'école. » Maël fronça les sourcils. Le studio, l'école, c'étaient des enjeux bien concrets. Inès se pinça l'arête du nez. Elle respira profondément puis lâcha les mots, non pas en criant mais avec une intensité qui transperça le verre de la fenêtre. « Écoute-moi bien, j'ai besoin d'un petit ami d'ici demain soir. Je te promets que je vais en trouver un. Je ne sais pas comment mais je vais en trouver un. Je ne peux pas perdre ce studio à cause de la mesquinerie de Rose et de la réussite affichée de Juliette. » Elle raccrocha avec un claquement sec, puis laissa échapper un soupir rauque qui sonnait comme un sanglot retenu. Elle resta quelques secondes immobile, le visage levé vers le ciel gris de Paris,
avant de rentrer précipitamment, l'urgence de son problème la faisant trébucher presque sur le seuil. Maël, le PDG d'une entreprise valant des centaines de millions d'euros, resta bouche bée, le café refroidissant entre ses doigts. « J'ai besoin d'un petit ami d'ici demain soir. » La phrase résonnait dans sa tête. C'était absurde. C'était digne d'un mauvais vaudeville. Et pourtant, la détresse dans la voix de la jeune femme était d'une authenticité douloureuse. Il reprit le rapport financier. Les chiffres n'avaient plus aucun sens. Maël Lefebvre avait tout, et il ne ressentait rien. Inès n'avait rien, mais son désespoir était palpable. Son objectif clair, un petit ami d'emprunt pour sauver son avenir. Une idée, aussi saugrenue qu'elle soit, commença à germer dans l'esprit engourdi de l'architecte. C'était une brèche, une fissure dans le mur de son ennui. C'était stupide, oui, mais c'était imprévisible. Il regarda l'heure. Il était 14h45. Le temps pressait pour Inès. Pour lui, le temps n'avait plus d'importance depuis des années. Mais soudain, l'idée d'une échéance le piqua légèrement. Il posa sa serviette sur la table. Il devait intercepter Inès avant qu'elle ne quitte le service. Il devait faire la chose la plus folle qu'il ait faite depuis une décennie. Une chose qui n'avait rien à voir avec des plans, des budgets ou des actionnaires. Il se leva, redressa son costume et se dirigea vers le comptoir où le chef de rang Paul était en train de polir des verres. « Excusez-moi, Paul, » dit Maël. Paul, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage fatigué, leva les yeux, surpris de voir Maël quitter sa table sans avoir payé. « Monsieur Lefebvre, un problème ?»« Non, j'aimerais parler à Inès. C'est urgent. » Paul regarda l'horloge. « Elle est en train de pointer, monsieur. Sa journée est finie. Elle doit être déjà dans le vestiaire. » Maël sentit l'urgence monter, une sensation qu'il avait oubliée. Si elle partait, l'idée s'évanouirait dans le smog parisien. Il ne la reverrait pas avant mardi prochain. Et d'ici là, la fameuse Juliette aurait déjà empoché l'argent du studio. « Où est la sortie des employés ?» demanda Maël, sa voix exceptionnellement ferme. Paul, habitué à la discrétion de son client, fut désarçonné par cette demande. « Par la rue de Varennes, monsieur. Mais je peux lui demander de revenir. » « Non, ne vous inquiétez pas, tenez. » Maël laissa tomber un billet de 100 € sur le comptoir, un pourboire extravagant pour un simple café. C'est pour le dérangement. Il se précipita vers le fond du restaurant, évitant les tables vides, se dirigeant vers la porte de service. Il n'avait pas couru depuis des années. Son cœur battait un rythme irrégulier dans sa poitrine, un son étranger. Il sortit dans l'air frais de l'après-midi. La rue de Varennes était calme. Il aperçut Inès à une trentaine de mètres, son sac à bandoulière croisé sur la poitrine, marchant rapidement dans la direction opposée, probablement vers le métro. « Inès !» Il cria son nom. Le son était rocailleux, inadapté à sa gorge. Elle s'arrêta net, se retourna, l'air confus et légèrement paniqué. Elle ne s'attendait manifestement pas à ce que l'un de ses clients les plus riches et les plus silencieux la poursuive dans la rue. Maël arriva devant elle, légèrement essoufflé. Il se sentait ridicule. Il était un titan de l'immobilier et il était là, à pourchasser sa serveuse. « Monsieur Lefebvre, que se passe-t-il? J'ai oublié de vous rendre votre monnaie ?» Ses yeux verts étaient remplis de suspicion. Maël essaya de reprendre son souffle. Il regarda Inès, son visage pâle et ses cernes prononcées, le reflet de son stress matinal. Il réalisa qu'elle était bien plus jeune qu'il ne l'avait imaginé et que son problème, bien que théâtral, était sérieux. Il se lança sans préambule. Il n'y avait pas de temps pour la politesse mondaine. « J'ai entendu votre conversation téléphonique, Inès. Il y a quelques minutes. » Le sang quitta le visage d'Inès. Elle devint livide. La honte, la colère et la peur se mélangèrent dans son regard. « Monsieur, je suis désolé. Je ne devais pas prendre d'appel personnel à cet endroit. Je vous assure que cela n'arrivera plus. » Elle se préparait à être réprimandée, peut-être même renvoyée. Maël la coupa, son ton étrangement neutre. « Vous avez dit que vous aviez besoin d'un petit ami d'ici demain soir, pour un dîner de fiançailles à Bordeaux. Pour le studio, c'est exact ?» Inès serra les dents. « Écoutez, monsieur Lefebvre, ce ne sont pas vos affaires. C'est une histoire compliquée. Je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que je suis là, » dit Maël. Il déglutit. Le moment de vérité. L'acte le plus spontané de sa vie adulte. « Je suis disponible. » Inès cligna des yeux puis éclata de rire. Un rire court, amer, qui n'avait rien de joyeux. « Je vous demande pardon ? Vous êtes disponible pour quoi, exactement ? Pour me donner un pourboire et me dire d'arrêter de prendre mes appels ici ? » « Non !» insista Maël. Il redressa ses épaules,
adoptant la posture qu'il prenait pour négocier un contrat d'1 milliard. « Je suis disponible pour être votre petit ami, pour Bordeaux, jusqu'à ce que le studio soit sécurisé. » Le silence tomba lourdement entre eux, seulement brisé par le bruit lointain d'un klaxon. Inès le dévisageait comme s'il venait de lui proposer de s'envoler pour la lune. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Inès secoua la tête. « Monsieur Lefebvre, vous êtes l'un de nos clients les plus importants. Vous êtes Maël Lefebvre. Pourquoi diable feriez-vous cela ?» Maël n'avait pas d'explication simple. Comment expliquer à une jeune femme au bord de la crise de nerfs qu'il était prêt à simuler une relation amoureuse pour échapper à l'asphyxie de sa propre existence? « J'ai mes raisons, répondit-il évasif. Mais mes raisons ne sont pas votre problème. Votre problème est le mariage de votre cousine Juliette et ce studio. Je peux résoudre votre problème. » Il sortit son portefeuille, non pas pour l'argent, mais pour sa carte de visite en platine brossée. Il la lui tendit. « Demain soir, le dîner. C'est loin. Nous devons partir demain matin. Et nous devons établir une histoire cohérente. Un nom, un métier. Comment nous nous sommes rencontrés. Je prends en charge les frais de déplacement et la logistique. » Inès regarda la carte, puis l'homme en face d'elle, ce milliardaire qui, d'habitude, ne lui adressait que 2 phrases par semaine. Elle hésita. L'offre était folle, humiliante d'une certaine manière, mais c'était aussi son unique chance. Elle n'avait pas le temps de trouver un homme convenable, ni même un homme quelconque, en moins de 24 heures. « Et qu'est-ce que vous attendez en retour ?» demanda Inès méfiante. « Un service? De l'argent ?» Maël sourit légèrement, un mouvement qui lui tira les muscles du visage. « Rien. Je veux simplement que vous jouiez le jeu, Inès. Et je veux que vous soyez convaincante. Ma seule condition est celle-ci. Nous jouons le rôle jusqu'à ce que nous revenions à Paris. Pas de mensonge à moitié. Si nous le faisons bien. » Il la regarda droit dans les yeux. Maël Lefebvre avait besoin d'un script, d'une intrigue, d'un rôle à jouer pour se sentir vivant. Et Inès venait de lui en donner un sur un plateau d'argent. « Alors, dit-il, l'impatience faisant vibrer sa voix, acceptez-vous de faire de moi votre petite amie pour sauver votre studio ?» Inès pinça les lèvres. Elle considéra la carte de visite, si lourde et si froide dans sa main. Elle n'avait rien à perdre, sauf sa dignité. Mais la dignité ne payait pas les études. « D'accord, » souffla-t-elle finalement. « Mais je vous préviens, monsieur Lefebvre, ma famille est intense. »« Tant mieux, » répondit Maël, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit autre chose que l'ennui. Il ressentit un léger frisson d'anticipation. « L'intensité, c'est ce qui me manque. Maintenant, Inès, nous avons moins de 24 heures pour créer une histoire d'amour crédible. Commençons. »« D'accord, » avait soufflé Inès, et ce simple mot venait de faire basculer la vie monotone de Maël dans l'inconnu. Il la regarda, ses yeux verts dilatés par le stress et l'incrédulité. Il savait qu'elle n'avait pas le choix. « Excellent, » trancha Maël, reprenant immédiatement son rôle de chef de projet. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Votre service est fini, le mien aussi. Nous allons aller quelque part de discret pour établir le script. » Il ne lui demanda pas son avis. Il donna une directive. Inès, encore sous le choc, le suivit mécaniquement. Maël héla un taxi sur le boulevard des Invalides, lui ouvrant la portière avec une galanterie qu'il n'avait pas pratiquée depuis des années. Ils se retrouvèrent dans le café le plus calme et le moins visible du 6e arrondissement, le genre d'endroit où les conversations restent dans l'ombre et où les prix justifient l'absence de touristes. Assis face à face, Maël commanda 2 thés verts, un choix qu'Inès trouvait étrangement sain pour un homme d'affaires. « Reprenons, Inès », commença Maël, sortant un petit carnet en cuir de sa veste. Il le tenait comme s'il s'agissait d'un plan d'attaque. « Nous devons établir notre histoire. Vous avez besoin que je sois, installé pour apaiser votre tanthrose. » Inès acquiesça, serrant sa tasse. Elle est obsédée par la sécurité financière, et elle déteste quand les gens galèrent. Si elle pense que je suis avec quelqu'un qui a les moyens de me soutenir, elle n'aura plus d'arguments pour dire que je suis irresponsable. Parfait. Mon métier est architecte. Maël Lefebvre, 44 ans, célibataire endurci, PDG de Lefebvre, un associé. C'est la vérité, donc c'est plus facile à retenir. Et moi ? Demanda Inès, mordant sa lèvre inférieure. Que suis-je censé dire ? Que j'ai arrêté l'université pour devenir votre muse ? Maël fronça les sourcils. Non, le mensonge doit être plausible, pas ridicule. Vous êtes étudiante en lettres, c'est ça ? Nous allons garder cette partie. C'est la vérité. C'est votre ambition.
et ça donne de la substance à votre personnage. Mais comment un étudiant en lettres rencontre un architecte qui ne sort jamais du 7e arrondissement? C'était la question clé. Maël réfléchit, tapotant son stylo sur le carnet. Un hasard parfait. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 mois. Pas plus, pas moins. L'intensité de notre relation justifie la rapidité de la présentation à la famille, mais 3 mois, c'est assez pour que ce soit sérieux. Il leva les yeux vers elle. Où? Pas au chant des sirènes, évidemment. Il faut un lieu qui suggère l'intellect, la culture, quelque chose qui montre que nous avons des intérêts communs, même si ce n'est pas le cas. La bibliothèque François Mitterrand? Suggéra Inès sarcastiquement. Trop impersonnel. Une librairie ancienne. La librairie, l'Esprit des pages, près de la Sorbonne. Je cherchais un exemplaire original d'un recueil de poésie de Baudelaire pour un ami collectionneur. Vous étiez là, plongé dans un essai sur Flaubert. J'ai bousculé un présentoir, vous avez levé les yeux, et l'histoire a commencé. Inès écoutait, fascinée malgré elle par la précision du récit. C'était comme si Maël était en train de dessiner les plans d'un bâtiment, chaque détail étant fonctionnel. « Et pourquoi vous, Maël Lefebvre, auriez-vous été intéressé par moi ?» demanda-t-elle, une pointe de défi dans la voix. Elle voulait tester la limite de son cynisme. Maël la regarda droit dans les yeux, sans la moindre hésitation, et sa réponse fut d'une froide efficacité. « Parce que vous êtes l'exact opposé de mon monde. Vous êtes l'énergie, l'urgence de la vie. Je vous ai dit que mon existence était ennuyeuse, Inès. Vous êtes mon échappatoire. Quand vous parlez de vos études, de vos rêves, vous me rappelez ce que c'est que d'avoir faim. C'est crédible. » Il nota quelques mots dans son carnet. « Nous devons être très clairs sur le fait que c'est une relation passionnée, mais platonique. Votre famille doit penser que je suis fou de vous, mais nous n'avons pas besoin d'afficher une intimité physique excessive. Un baiser sur la joue en arrivant, la main sur le bas du dos, des regards complices, c'est tout. » Inès déglutit. Elle était en train de signer un contrat pour une performance théâtrale dont l'enjeu était le reste de sa vie. D'accord. Mais nous devons aussi parler de la logistique. Je n'ai pas les moyens de faire l'aller-retour à Bordeaux et je n'ai pas non plus de garde-robe adaptée à un dîner de fiançailles chic. Maël sourit de nouveau, ce sourire rare et un peu raide. La logistique est mon domaine. Ce n'est pas votre préoccupation. Nous partons demain matin, tôt. Pour la garde-robe, c'est notre prochaine étape. Il rangea son carnet. Nous devons construire une image cohérente. Je ne peux pas arriver à Bordeaux avec une petite amie qui semble tout droit sortie de la plonge d'un bistrot. Inès sentit une vague de colère et d'humiliation monter, mais elle la ravala immédiatement. Il avait raison, et il l'avait dit sans méchanceté, juste avec la brutalité clinique d'un homme habitué à l'efficacité. « Et je ne peux pas me permettre d'acheter une robe de soirée », dit-elle sèchement. « Vous n'avez pas à vous le permettre. »« C'est un investissement dans ce projet », répondit Maël se levant. « Venez, nous allons à Saint-Germain. » Le monde d'Inès et le monde de Maël se chevauchaient rarement. Mais quand il le faisait, le choc était électrique. Maël l'emmena non pas dans un grand magasin, mais dans une boutique minuscule et sans enseigne, nichée dans une cour privée près de la rue de Rennes. Il appela une femme sur son portable, parlant en termes d'une rapidité et d'une complexité qu'Inès ne comprenait pas, quelque chose au sujet d'un « fitting urgent » et d'une palette de couleurs discrètes. 10 minutes plus tard, une femme nommée Alba, au chic glacial et impeccable, les accueillit. Alba ne posa aucune question. Elle regarda Inès, puis Maël, puis le regarda de nouveau. Elle comprit immédiatement la situation. L'homme riche avait besoin que la jeune femme soit présentable, et vite. « Quelle est l'occasion, monsieur Lefebvre ?» demanda Alba, sa voix douce comme du velours. « Bordeaux, dîner de fiançailles. Famille traditionnelle, répondit Maël laconique. Elle doit avoir l'air sophistiquée mais pas trop ostentatoire. Une étudiante qui a bon goût. » Ce fut l'heure la plus étrange de la vie d'Inès. Alba la fit essayer des robes dont le tissu semblait couler comme de l'eau, des chaussures qui lui donnaient l'impression de marcher sur des nuages, et un manteau en cachemire de couleur sable qui semblait absorber toute la lumière de la pièce. Inès se regarda dans le miroir et elle ne se reconnut pas. La tension était toujours là, dans ses épaules, mais l'extérieur était transformé. Le chignon sévère avait été remplacé par des boucles lâches et le maquillage était subtil, mettant en valeur ses yeux verts. « C'est la robe », dit Maël, pointant une longue robe bleu nuit, simple, mais dont la coupe épousait parfaitement sa silhouette. Elle est élégante, mais elle ne crie pas la richesse. Inès regarda l'étiquette discrète. Elle n'osa pas demander le prix,
mais elle savait qu'elle tenait dans ses mains l'équivalent de 3 mois de salaire. « Je ne peux pas accepter ça, murmura Inès. Je vous rembourserai, mais... » Maël la coupa avec un geste de la main. « Ne soyez pas ridicule, Inès. C'est un costume de scène. Vous ne me rembourserez rien. Considérez ça comme un investissement dans votre studio et gardez les vêtements. Ils vous serviront peut-être pour d'autres événements de votre vie future. » Il paya sans même regarder le total, sortit une carte noire qui semblait être faite de métal pur, et l'affaire fut réglée. Alors qu'ils quittèrent la boutique, Maël portait le sac à vêtements. Un geste tellement incongru qu'Inès eut du mal à ne pas sourire. « Maintenant, Inès, nous avons un autre problème, » dit Maël, alors qu'ils marchèrent vers sa voiture garée sur le trottoir, une berline noire d'un luxe discret. « Nous devons passer la soirée à répéter. Vous devez être capable de répondre à n'importe quelle question sur moi, et vice-versa. » Ils passèrent à la soirée dans le bureau personnel de Maël, un espace immaculé dans son appartement de la rue de Rivoli. Inès n'avait jamais vu un tel luxe. L'art était partout, mais il semblait être là pour l'esthétique, non pour la vie. Ils s'assirent à une table massive en bois sombre, transformant le bureau en salle d'interrogatoire. « Question 1, commença Maël, consultant son carnet. « Mon plat préféré. »« Le tartare de thon, » répondit Inès immédiatement. « Vous ne le finissez jamais, mais vous le commandez tous les mardis. » Maël leva un sourcil, légèrement impressionné par son sens de l'observation. « Bien, mon seul vice. » Inès hésita. « Vous n'en avez pas. Vous êtes trop ennuyeux pour avoir des vices. » Mauvaise réponse. Nous ne pouvons pas dire ça à votre famille. Mon vice, c'est de collectionner les montres anciennes. C'est cher, ça montre que j'ai du temps libre et du goût. Inès nota mentalement. Maintenant, mon tour. Votre sujet de thèse? L'influence de la mélancolie romantique sur la littérature féminine du 19e siècle. Très bien. Votre meilleur ami? Léo. Il est étudiant en cinéma. Il travaille dans un bar du 18e. Nous ne mentionnerons pas Léo et le bar du 18e. Nous dirons que votre meilleure amie est une ancienne camarade de classe, Jade, qui est en échange universitaire à Londres. Plus facile à justifier son absence. Maël était un maître de la mise en scène. Il ne construisait pas une relation, il construisait une façade impénétrable. La répétition se poursuivit pendant des heures. Ils apprirent à se connaître, non pas dans la vérité, mais dans le mensonge qu'ils avaient créé. Maël découvrit qu'Inès détestait le café et qu'elle rêvait de vivre à Rome un jour. Inès découvrit que Maël s'était construit seul et que son ennui venait peut-être du fait qu'il n'avait jamais eu le temps d'apprendre à vivre. « Nous devons parler du thon », dit Maël vers minuit. Ils étaient tous deux épuisés. « Quand nous serons à Bordeaux, il doit y avoir une légèreté entre nous. Je dois vous taquiner gentiment. Vous devez me rappeler à l'ordre quand je suis trop absorbé par le travail. »« Je peux le faire, » dit Inès avec une lassitude teintée d'amusement. « Chérie, range ton carnet, tu vas encore oublier de me regarder. » Elle imita une voix mielleuse. Maël ne sourit pas, mais un pli se forma au coin de sa bouche. « C'est parfait. Maintenant, nous allons faire un essai. Imaginez que nous sommes à table. Votre mère, votre tante Rose et votre cousine Juliette sont là. » Inès ferma les yeux un instant. Elle pouvait sentir l'odeur de la maison de sa mère à Bordeaux, le poids de leurs attentes. « Tante Rose, alors Maël, est-ce que vous allez enfin nous dire ce que vous trouvez de si spécial chez notre petite Inès? Elle est si vivante. » Maël se pencha en avant, son regard se faisant intense. Il jouait le rôle à la perfection. « Rose, je pense que vous l'avez dit vous-même. Elle est vivante. Elle est tout ce qui manque à ma vie, qui est généralement faite de béton et de verre. Inès a réussi à me faire rire pour la première fois en 5 ans. » Il se tourna vers Inès et il y avait une étincelle dans son regard qui était presque réelle. Il prit sa main sur la table et le contact inattendu surprit Inès. Sa peau était chaude et douce, celle d'un homme qui ne travaillait pas de ses mains. « Elle me rappelle que le monde est plus grand que le 7e arrondissement, » ajouta-t-il, pressant doucement son pouce sur le dos de sa main. Inès sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues. Elle se laissa prendre au jeu. « Et vous, Maël, vous me rappelez qu'il faut prendre le temps de respirer. » Même si j'ai l'impression que le temps me file entre les doigts. Ils restèrent un instant silencieux, les mains jointes, la frontière entre le rôle et la réalité étrangement floue. Maël relâcha sa main. « C'est suffisant pour ce soir. Vous devez dormir. Nous partons à 6 heures. » Il lui expliqua qu'il avait réservé une chambre d'hôtel pour elle, juste à côté, pour qu'elle n'ait pas à rentrer chez elle si tard. « Prenez ce taxi. Mon chauffeur vous attendra. Et demain matin, à 5h45,
Le même chauffeur viendra vous chercher pour vous emmener à la gare Montparnasse. » Inès se leva, se sentant écrasée par la fatigue et la quantité d'informations. Elle regarda Maël. « Merci, monsieur Lefebvre. »« Maël, la corrigea-t-il, un rappel sec. Ce soir, j'étais votre chef de projet. Demain, je suis votre petit ami. Vous ne pouvez pas m'appeler monsieur Lefebvre devant votre mère. »« Maël, répéta-t-elle, le nom sonnant étrangement sur sa langue. Le lendemain matin, à 5h45 précise, Inès était dans la berline noire, vêtue de la nouvelle robe qu'elle avait choisie pour le voyage, un ensemble simple et élégant, le manteau de cachemire soigneusement plié sur le siège à côté d'elle. Elle rencontra Maël sur le quai de la gare Montparnasse. Il était impeccable, comme d'habitude, dans un costume gris anthracite, mais il portait un sac de voyage qui semblait étonnamment modeste pour un milliardaire. « Bonjour Inès, prête ?» demanda-t-il, son ton à nouveau professionnel malgré le contexte. « Prête, dit-elle, essayant de masquer la nervosité qui la rongeait. Maël lui fit signe de le suivre vers la première classe du TGV. Il avait pris un compartiment isolé, ce qui était une bénédiction pour la suite de la répétition. Une fois assis, le train filant à travers la banlieue encore endormie, Maël ouvrit son ordinateur portable. « Nous avons encore 3 heures pour peaufiner. Parlons de Bordeaux. Votre famille, votre cousine Juliette. Qu'est-ce qui va être notre plus grand obstacle ?» Inès soupira. « Tante Rose. Elle est la sœur de mon père. Elle est l'argent. Elle a épousé un notaire de province et elle considère que tout le monde doit suivre la même voie. Elle est très intrusive. Si elle sent la moindre faille dans notre histoire, elle va s'y engouffrer. Et Juliette ? Juliette est la perfection. Elle est prof de piano, elle est belle. Elle se marie avec un homme riche. Elle a un appartement avec vue sur la Garonne. Elle est l'étalon or. » Maël hocha la tête. « Il faut que nous soyons au-dessus de l'étalon or. Notre histoire doit être tellement brillante qu'elle aveugle. » Il prit une gorgée de son café. « Écoutez, Inès, hier soir vous avez dit que je devais apprendre à me détendre. Nous sommes sur le point de passer 2 jours ensemble, 24 heures sur 24. Si nous voulons être crédibles, nous ne pouvons pas rester dans cette tension. Nous devons être nous-mêmes, mais en mieux. » « C'est facile à dire quand on a l'habitude d'être parfait, » rétorqua Inès, un peu aigrie. Maël la regarda fixement. « Je ne suis pas parfait, Inès. Je suis un homme qui a payé pour avoir une vie. Je construis des choses magnifiques pour d'autres, mais ma propre vie est une coquille vide. Vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. L'ambition, la passion, le fait que vous soyez prête à faire tout ça pour obtenir cette aide financière, c'est admirable. » Inès fut désarmée par la sincérité soudaine de son ton. Elle s'attendait à de l'arrogance, pas à de la reconnaissance. « C'est mon seul moyen, » dit-elle plus doucement. « Si je n'ai pas ce studio, je devrais travailler à temps plein au restaurant et je ne pourrai pas finir mes études. Je comprends. C'est pour ça que nous allons réussir, » dit Maël. Il ferma son ordinateur. « Oublions l'architecture et la littérature un instant. Parlons de choses banales. Quels sont vos défauts, ceux que je devrais connaître? Je suis impatiente, je suis têtue et je parle trop quand je suis nerveuse. Je m'en souviendrai. Et les miens ?» Inès hésita, puis elle sourit, un vrai sourire cette fois. « Vous êtes obsédé par l'ordre, vous ne savez pas vous détendre, et vous avez une tendance à voir le monde comme un tableau Excel que vous devez optimiser. » Maël rigola doucement, un son qui semblait rouillé par manque d'usage. « Vous avez raison, je suis un désastre social. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. » Le reste du voyage se déroula dans une atmosphère plus légère. Ils parlèrent de films, de la différence entre Paris et Bordeaux, des petites irritations de la vie quotidienne. Ils répétaient les détails de leurs rencontres imaginaires, affinant les répliques, créant des anecdotes fausses mais charmantes. Quand le TGV ralentit annonçant l'arrivée à Bordeaux-Saint-Jean, Maël se redressa. Le masque professionnel était de retour. « Rappelez-vous, Inès, nous sommes un couple fou amoureux. Nous sommes la preuve vivante que les contraires s'attirent. À partir de maintenant, c'est la performance. » Il ouvrit la porte du compartiment. En sortant du train, Maël posa une main légère mais ferme sur le bas du dos d'Inès, la guidant à travers la foule du quai. Elle sentit la chaleur de sa paume à travers le tissu de sa robe. C'était un geste de propriété, de protection et étrangement de connexion. Ils étaient à Bordeaux. Le jeu commençait. Un chauffeur attendait Maël à la sortie, tenant une pancarte discrète. « Nous allons directement à l'hôtel, » dit Maël. « Nous avons 1 heure pour déposer les affaires et nous préparer. Le dîner est à 20 heures. » Inès monta dans la voiture, observant les rues de Bordeaux défiler. La ville était plus calme, moins frénétique que Paris. Elle se sentait à la fois étrangère et terriblement chez elle.
Elle se tourna vers Maël, qui regardait son téléphone, déjà de retour dans le monde de l'architecture. « Maël ?» Il leva les yeux. « Nous n'avons pas encore décidé de l'histoire de notre premier baiser, » dit-elle, se souvenant de l'importance des détails. Maël eut un air de surprise, puis d'amusement. « Ah oui, le baiser. Il doit être mémorable. » Il se pencha légèrement vers elle dans l'espace exigu de la voiture. « Nous dirons que c'était après un vernissage, tard dans la nuit, sous la pluie. Vous aviez froid. Je vous ai donné ma veste. Et quand j'ai voulu la fermer autour de vous, vous avez levé les yeux et... » Il laissa la phrase en suspens. Inès sentit son cœur s'accélérer. Le vernissage sous la pluie, c'était digne d'un film. « Et ?» demanda-t-elle. « Et j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais vous laisser partir. » Il y avait un tel sérieux dans sa voix, bien que ce fût un mensonge, qu'Inès se demanda s'il ne parlait pas de son rôle, mais de la rupture avec son propre ennui. « C'est une bonne histoire », murmura Inès. Le chauffeur s'arrêta devant un hôtel particulier discret, aux pierres blanches typiques de Bordeaux. Maël ouvrit sa portière. « Maintenant, Inès, allons sécuriser votre studio. » L'hôtel, le Grand Cours, était l'incarnation du luxe bordelais. Maël avait réservé une suite magnifique, mais, et c'était un détail qui fit sourire Inès, il avait insisté pour qu'ils aient 2 chambres séparées, reliées par un salon commun. « Transparence totale », avait-il dit à la réceptionniste. « Nous sommes ensemble, mais Inès a besoin de son espace pour étudier. » Un mensonge pour masquer la vérité, qui était que Maël ne voulait pas que le scénario dérape. Une fois dans la suite, Inès se précipita vers sa chambre pour se préparer. Elle sortit la robe bleu nuit, la lissa sur le lit. Elle se sentait comme Cendrillon, mais au lieu d'une fée marraine, elle avait un architecte milliardaire cynique. À 19h30, Inès était prête. Elle frappa à la porte du salon. Maël l'attendait. Il portait un smoking sombre d'une élégance intemporelle. Il se tourna vers elle et pour la première fois, laissa échapper un léger sifflement admiratif. « Vous êtes exactement ce qu'il fallait, Inès. Sophistiquée. Vous aussi, Maël, répondit-elle. Vous avez l'air d'un homme qui peut s'ennuyer à mort même dans un smoking. » Il sourit. « C'est mon charme. Venez. » Il lui tendit le bras. Inès le prit. Le contact de son bras musclé et ferme sous le tissu de sa veste lui donna une confiance inattendue. « Rappelez-vous la règle d'or, » murmura Maël alors qu'ils se dirigèrent vers l'ascenseur. « Nous sommes Maël et Inès, la surprise de l'année, l'amour inattendu, l'urgence de la vie, » compléta Inès. Ils montèrent dans la voiture. Le trajet vers la maison des parents de Juliette fut court. L'adresse était dans un quartier chic, les maisons anciennes et imposantes. Le cœur d'Inès tambourinait. Elle regarda Maël et elle vit qu'il était calme mais étrangement concentré. « C'est le moment. Tante Rose est notre adversaire, » dit Maël. « Nous devons la désarmer avec de l'affection et de la crédibilité. » La voiture s'arrêta. Maël prit un instant pour ajuster le col de sa chemise, puis il se tourna vers Inès. Il ne la toucha pas, mais son regard était une promesse. « Prête pour la scène ?»« Prête. » Maël ouvrit la portière et sortit. Il fit le tour de la voiture et lui tendit la main, son visage arborant un sourire chaleureux et possessif. Inès prit sa main, se laissant guider. Elle leva les yeux vers la façade en pierre. Elle n'était plus Inès, la serveuse pressée. Elle était Inès, la petite amie de Maël Lefebvre. Ils montèrent les marches. La porte s'ouvrit. Le bruit des voix et des rires s'échappa dans la nuit bordelaise. « Bienvenue chez vous, mon amour », murmura Maël à son oreille, jouant son rôle à la perfection. Inès inspira profondément. Au milieu du hall se tenait une femme aux cheveux blonds impeccablement coiffés, vêtue d'une robe d'une couleur vive. C'était Rose, et elle les regardait avec la curiosité tranchante d'un vautour. Le spectacle commençait. La porte s'ouvrit sur un chaos feutré, une cacophonie de verres qui s'entrechoquaient et de rires forcés. L'air était lourd, saturé par le parfum des lys et l'odeur âcre des apparences. Inès, agrippée au bras de Maël, sentit son cœur se comprimer. Elle avait passé sa vie à éviter ce genre de décorum, à fuir l'étouffante formalité de la bourgeoisie bordelaise. Et voilà qu'elle y entrait, jouant le rôle principal d'une comédie désespérée. Rose fit 2 pas en avant, les mains jointes, son sourire figé comme de la porcelaine ancienne. Sa robe d'un rouge flamboyant semblait exiger l'attention. « Inès, mon petit chou, tu es enfin là. Et voici Maël. Je suis Rose, la tante d'Inès. » Elle prononça le nom de Maël avec une révérence excessive, comme si elle testait l'authenticité d'un bijou.
Maël lâcha le bras d'Inès pour serrer la main de Rose. Sa poignée était ferme, son regard direct et sans concession. Il était parfait, le Maël Lefebvre de la salle de réunion, celui qui ne laissait rien transparaître. « Enchanté, Rose », dit Maël, sa voix portant juste assez pour dominer le bourdonnement du salon. « Inès m'a beaucoup parlé de vous. » C'était un mensonge éhonté. Inès n'avait mentionné Rose qu'en termes d'ennemis jurés, mais l'affirmation prononcée avec cette assurance semblait désarmer la tante. « Ah, vraiment ?» Rose gloussa, ses yeux plissant légèrement, alors qu'elle scannait Inès de haut en bas, s'attardant sur la robe bleu nuit. « Tu es si élégante, Inès. C'est nouveau, n'est-ce pas ?» Inès sentit la piqûre. Rose l'avait toujours vue en jeans fatigués ou en uniforme de service. Elle se prépara à répondre de manière défensive. Mais Maël la devança. « C'est moi qui ai insisté, Rose. Inès est naturellement portée vers les choses simples, ce que j'admire. Mais je lui ai dit qu'elle devait accepter que, parfois, elle soit aussi belle à l'extérieur qu'elle l'est à l'intérieur. » Il posa sa main sur l'épaule d'Inès, un geste tendre et possessif. Rose fut obligée de reculer. Le compliment était sincère dans sa formulation, mais il servait surtout à placer Rose dans une position où elle ne pouvait pas critiquer les vêtements, sans critiquer l'homme qui les avait choisis. La mère d'Inès, une femme mince et nerveuse, s'approcha alors, les yeux brillants d'un mélange de soulagement et d'anxiété. « Maël, bienvenue à Bordeaux. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. » « Que c'était impossible de manquer ça, » répondit Maël avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais qui était d'une politesse irréprochable. « Votre fille me rend fou. Elle a réussi à chambouler mon agenda, ce qui est un exploit en soi. » Inès sentit une bouffée d'admiration pour la facilité avec laquelle il manipulait la conversation. Il était en train de vendre leur histoire, et il était le meilleur vendeur qu'elle ait jamais rencontré. Puis vint Juliette, la mariée. Elle arriva rayonnante, son fiancé Gabriel à ses côtés. Juliette était dans sa trentaine, blonde, avec cette assurance tranquille qui accompagne une vie sans encombre. « Inès, je suis tellement contente que tu aies fait le déplacement, » dit Juliette, l'embrassant rapidement. Elle se tourna vers Maël. « Vous êtes Maël, c'est ça? Nous avons entendu dire que vous étiez architecte. »« C'est exact, » dit Maël. Gabriel, le fiancé, était grand et portait un costume qui coûtait manifestement une fortune. Il était du genre à parler de golf et de placements financiers. « Lefebvre est associé. J'ai vu vos tours à la Défense, » dit Gabriel avec un hochement de tête approbateur. « Impressionnant. Mais je suis surpris de vous voir à Bordeaux. Je pensais que vous ne quittiez jamais Paris. » C'était la première vraie attaque, voilée sous un compliment. Gabriel cherchait la faille dans l'histoire de l'architecte parisien et de la serveuse bordelaise. « On ne quitte Paris que pour les choses qui comptent, Gabriel, » répondit Maël, jetant un regard affectueux à Inès. Et Inès est de loin la chose la plus importante qui me soit arrivée cette décennie. Elle me force à ralentir. Il ne mentait qu'à moitié. Inès le forçait effectivement à faire quelque chose d'imprévu, ce qui était pour lui l'équivalent d'une révolution. L'apéritif se poursuivit, mais la tension était palpable, concentrée autour d'Inès et Maël. Rose continuait de les observer, cherchant l'indice qui révélerait la supercherie. « Alors, dites-nous, Maël », lança Rose, se penchant en avant avec un verre de champagne. « Comment diable avez-vous réussi à rencontrer notre Inès? Elle est si discrète et vous semblez venir d'un autre monde. » Maël et Inès échangèrent un regard rapide, le signal convenu pour lancer le scénario de la librairie. Inès prit la parole en premier pour montrer qu'elle était à l'aise avec l'histoire. « C'était il y a 3 mois, tante Rose, à l'Esprit des Pages, près de la Sorbonne. J'étais en train de faire des recherches pour mon mémoire. Et elle était tellement absorbée qu'elle n'a pas vu venir l'homme d'affaires maladroit, » intervint Maël avec un sourire désarmant. « J'étais à la recherche d'une édition rare de Baudelaire. J'ai bousculé tout un présentoir de poésie symboliste. Le bruit était épouvantable. J'ai levé les yeux, » continua Inès, son regard se posant sur Maël avec une tendresse simulée, et il était là, l'air mortifié, ramassant des recueils. J'ai vu cet homme, si bien habillé, complètement perdu au milieu des livres. J'ai trouvé ça charmant. Elle racontait l'histoire avec une conviction telle qu'elle commençait presque à y croire elle-même. C'était une meilleure histoire que la vérité. Rose écoutait, son visage ne révélant rien. « Baudelaire, c'est intéressant. Et vous, Inès, vous avez tout de suite accepté de sortir avec lui? » « J'ai résisté pendant 2 semaines, » dit Inès, suivant le script à la lettre. Ils avaient décidé qu'une résistance initiale rendait la relation plus sérieuse. «
J'avais peur de la différence de nos vies. Et c'est là que j'ai dû me battre, ajouta Maël, son ton se faisant plus grave. J'ai dû lui montrer que les comptes en banque ne font pas les connexions. Inès est la chose la plus vraie que j'ai rencontrée depuis des années. Le père d'Inès, qui était resté silencieux jusque-là, hocha la tête, un air de fierté prudente sur le visage. C'était le résultat recherché. L'histoire était assez romantique pour plaire, et Maël était assez riche pour rassurer. À ce moment-là, la mère d'Inès annonça que le dîner était servi. La chorégraphie continua à table. Maël et Inès furent placés stratégiquement face à Rose et Gabriel, garantissant que l'interrogatoire ne ferait que s'intensifier. Le repas était somptueux. Maël, malgré son ennui habituel pour la nourriture, jouait le rôle de l'invité parfait, louant le vin et la cuisine sans en faire trop. Rose, cependant, n'avait pas l'intention de lâcher l'affaire. « Maël, j'ai entendu dire que vous aviez un appartement somptueux à Paris. Inès, mon ange, tu as toujours été si indépendante. Est-ce que tu vas emménager avec Maël après tes études ?» C'était la question piège. La réponse devait montrer à Rose qu'Inès était installée, mais sans donner l'impression qu'elle abandonnait ses ambitions pour un homme. Inès prit une petite gorgée de vin. Elle se sentait nerveuse, mais Maël lui donna un coup de pied amical sous la table, le signal de la rassurer. « C'est la question que nous nous posons tous les deux, tante Rose », répondit Inès avec un sourire radieux. « Maël aimerait bien que je m'installe rue de Rivoli, mais j'ai mes études, et je ne veux pas dépendre de lui financièrement. » Elle regarda Maël, jouant la jeune femme ambitieuse et raisonnable. « J'ai besoin de mon propre espace pour travailler. C'est pour ça que je cherche à acheter mon studio près de l'université. Une fois que j'aurai fini mon mémoire, nous verrons. » Maël intervint, renforçant la position d'Inès. « Et je respecte ça. Je n'ai aucune envie d'étouffer Inès. Je la soutiens dans ses projets. D'ailleurs, je l'aide à monter le dossier pour le prêt. » C'était le coup de grâce. Maël ne disait pas qu'il lui offrait l'argent, ce qui aurait pu faire d'Inès une profiteuse. Il disait qu'il aidait à structurer le dossier, ce qui la rendait responsable et lui donnait un soutien d'expert. Rose, visiblement frustrée, essayait de trouver un angle d'attaque. « Mais Inès, si vous avez besoin d'un apport, vous savez, votre mère et moi, nous en avons parlé. C'est un grand pas d'acheter à Paris. J'ai toujours dit que si tu étais vraiment stable, nous pourrions reconsidérer l'aide. Mais un étudiant qui travaille à mi-temps... » Rose, coupa Maël, sa voix devenant sérieuse pour la première fois. Il la regarda avec une intensité qui forçait l'attention. Inès est plus stable que n'importe qui à cette table. Elle sait ce qu'elle veut et elle travaille pour l'obtenir. Je ne suis pas là pour la sauver. Je suis là parce que je l'admire et pour l'aider à réaliser ses ambitions. Il se tourna vers Inès et cette fois, le regard qu'il lui lança n'était pas tout à fait une mise en scène. Il y avait une étincelle de respect dans ses yeux. Il se pencha pour embrasser doucement le sommet de sa tête. Elle est en train d'écrire l'histoire de sa vie, Rose. Je suis juste honoré d'y jouer un petit rôle. Ce geste d'une tendresse inattendue de la part de l'architecte froid coupa court à la réplique de Rose. Elle ne pouvait pas remettre en question l'authenticité de leur affection sans paraître mesquine. Juliette, qui avait observé le duel avec un sourire amusé, changea de sujet. « Alors, Maël, comment gérez-vous le fait qu'Inès soit encore serveuse? Cela ne vous dérange pas ?» « Non, répondit Maël immédiatement. Le Chant des Sirènes est un excellent restaurant, et elle est très douée. Elle le fait par nécessité et par choix. Elle m'a dit que le contact humain est important pour elle. » Il avait mémorisé ce détail qu'elle lui avait confié dans le train. Inès sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Maël ne la rabaissait pas. Il transformait son travail de misère en preuve de caractère. « En fait, » ajouta Maël avec un air de confidence, « je trouve ça plutôt amusant. Elle me gronde si je lui laisse un pourboire trop généreux. » Inès joua son rôle en riant légèrement. Il est incorrigible. Il ne comprend pas qu'on ne peut pas acheter l'amitié des gens. La soirée se déroulait comme une pièce de théâtre parfaitement répétée. Maël et Inès se renforcèrent mutuellement, utilisant les anecdotes prévues et les regards complices. Vers la fin du dîner, alors que le fromage était servi, Rose tenta une dernière manœuvre, la plus directe. « Inès, j'ai une question très personnelle et je m'excuse d'avance. Mais puisque vous parlez de studio et d'avenir, Maël, vous êtes un homme de 44 ans, célibataire. Vous n'avez jamais été marié. » Maël posa son couteau, le son métallique résonnant dans la salle. Tous les regards étaient braqués sur lui. C'était la question qui mettait en jeu son passé et la crédibilité de son engagement envers Inès. Il se tourna vers Rose, son expression grave. « J'ai été fiancé il y a longtemps, une relation d'affaires, plus qu'une relation d'amour. J'ai mis ma carrière avant tout.
et j'ai réalisé que je ne savais pas ce que c'était d'aimer quelqu'un. Il fit une pause dramatique, puis se tourna vers Inès, son regard s'adoucissant. J'ai mis 50 ans à construire un empire de verre et de béton rose, mais ce n'est qu'en rencontrant Inès que j'ai découvert ce que c'était que d'avoir envie de construire une vie. Elle est la raison pour laquelle je pense à l'avenir autrement. C'est pour ça que je suis prêt à venir à Bordeaux pour un dîner de fiançailles, pour lui montrer que je suis sérieux. Il prit la main d'Inès et cette fois le contact dura. Inès, submergée par l'intensité de sa performance, sentit une larme de soulagement monter. Elle n'avait pas à pleurer pour le rôle, mais elle pleurait presque de gratitude pour la façon dont il la défendait. Rose était muette. L'histoire était trop belle, trop bien ficelée, trop puissante pour être contestée. C'était l'histoire d'une rédemption par l'amour pur. Maëlle venait de transformer son ennui existentiel en une preuve d'amour éternel. Le reste de la soirée fut une succession de compliments et de félicitations. Le père d'Inès lui serra la main à plusieurs reprises, sa mère la regarda avec des yeux de reconnaissance. Même Gabriel semblait impressionné. Juliette s'approcha d'Inès alors que Maëlle parlait à son père de l'évolution des prix de l'immobilier. « Inès, je suis vraiment heureuse pour toi », murmura Juliette, un soupçon de jalousie dans la voix. « Maëlle est parfait. Il est si attentionné. »« Il l'est », répondit Inès, le mensonge venant naturellement maintenant. Elle avait gagné. Vers 23 heures, Maëlle annonça poliment qu'il devait se retirer pour se préparer à la journée de demain. Il avait planifié leur sortie avec la même précision que leur entrée. « C'était un plaisir, Rose. J'espère que nous nous reverrons bientôt, » dit Maëlle, un sourire triomphant à peine voilé. Rose, vaincue, répondit avec une dignité forcée. « Oui, Maëlle. Et Inès, chérie, nous allons reparler de cette histoire de studio. Si Maëlle te soutient comme ça, Inès savait que c'était gagné. Elle avait obtenu ce qu'elle était venue chercher. Dans la voiture, alors qu'ils s'éloignaient de la maison, le silence tomba lourdement. Inès se laissa tomber contre le cuir souple du siège, épuisée. « Nous avons réussi », souffla Inès. Maëlle, assis à côté d'elle, se dénoua sa cravate. Il semblait lui aussi vidé, mais l'énergie de la performance persistait. Ce fut un succès critique. Rose est désarmée. Le studio est sécurisé. Première étape accomplie. Il se tourna vers elle. « Vous étiez excellente, Inès. Votre indignation simulée face à l'idée d'emménager chez moi était particulièrement convaincante. Merci. Vous étiez le héros romantique. Vous avez même réussi à me faire croire que vous étiez en train de tomber amoureux de moi, » dit Inès avec une pointe de sarcasme. Maëlle ne répondit pas immédiatement. Il regarda les lumières de la ville défiler. « Ce n'était pas si difficile, » dit-il finalement, sa voix basse. « Jouer un rôle où l'on ressent quelque chose est beaucoup plus facile que de jouer son propre rôle vide. » Ils arrivèrent à l'hôtel. Maëlle insista pour la raccompagner jusqu'à la porte de sa chambre. « Reposez-vous, Inès. Demain, nous avons le déjeuner de famille. La pression sera moindre, mais nous devons maintenir la cohérence. » Inès s'arrêta devant sa porte. Elle se sentait obligée de dire quelque chose de plus que de simples remerciements. « Maëlle, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez risqué votre temps, votre réputation pour moi. » « Non, Inès, j'ai risqué mon temps pour moi. J'ai passé une soirée où je n'ai pas pensé à l'ennui. C'est un prix que je paierais volontiers. » Il se pencha non pas pour l'embrasser, mais pour ramasser une mèche de cheveux qui était tombée sur son front. Son geste était étrangement hésitant, presque maladroit. « Bonne nuit », murmura-t-il avant de se retirer dans le salon commun, la laissant seule dans sa chambre. Inès ferma la porte derrière elle, s'adossant au bois froid. Elle était Inès Lefebvre, étudiante en lettres, petite amie d'un architecte milliardaire. Elle avait le studio, et elle avait pour 2 jours encore une vie passionnante. Elle se démaquilla lentement, regardant son reflet. Il y avait quelque chose de neuf dans son regard, une lueur de combativité. Le lendemain matin, le déjeuner se déroula dans une ambiance plus décontractée, mais toujours sous la surveillance de Rose. La famille était désormais convaincue, mais ils voulaient des preuves de l'intimité du couple. « Maëlle, Inès, vous avez l'air si mignons ensemble, » dit la mère d'Inès en soupirant. « Vous avez des surnoms l'un pour l'autre ?» Maëlle, qui détestait les surnoms, faillit s'étouffer avec son café. Il regarda Inès, paniqué. C'était un détail qu'il n'avait pas répété. Inès sourit, jouant la carte de l'affection exclusive. « Oh maman, c'est privé, mais disons que quand Maëlle est trop sérieux, je l'appelle mon chef de projet. » Maëlle, soulagée, sourit doucement. « Et quand Inès parle trop vite, je l'appelle mon ouragan. » L'histoire était sauvée. Ces surnoms, nés de leur situation, sonnaient plus vrais que n'importe quel chéri ou mon amour.
L'après-midi fut consacré à une promenade dans le centre de Bordeaux, orchestrée par Juliette, qui voulait montrer à Maël la beauté de sa ville. Maël, d'habitude confiné à la rigueur de Paris, semblait apprécier l'architecture classique. Inès et Maël marchaient main dans la main, une nécessité pour la performance. La main de Maël était chaude, et Inès s'était habituée à la sensation. Juliette, profitant d'un moment où Maël était distrait par un appel professionnel, se pencha vers Inès. « Je dois l'admettre, Inès, je pensais que tu inventais tout ça, mais il est vraiment fou de toi. Il ne te quitte pas des yeux. » Inès sentit une bouffée de chaleur. Maël ne la quittait pas des yeux, mais était-ce l'amour ou la peur qu'elle dérape du script? Elle ne pouvait pas le savoir. « C'est réciproque, » répondit Inès, jouant la mystérieuse. Alors que la lumière du jour commençait à décliner, Maël annonça qu'il devait repartir pour Paris ce soir-là. « Un imprévu professionnel, » expliqua-t-il à la famille. « Je dois superviser un lancement de projet tôt demain matin. » C'était un mensonge, mais il était crédible. Maël était un homme d'affaires important. Les adieux furent chaleureux et Rose, visiblement apaisée et impressionnée, prit Inès à part. « Chérie, j'en ai parlé à ta mère. Compte tenu de ta situation et du soutien de Maël, nous allons débloquer l'apport pour ton studio. Je ferai le virement demain matin. » Inès, stupéfaite, sentit ses yeux s'embuer. C'était fini. C'était réussi. Elle avait son avenir. Elle se tourna vers Maël qui se tenait à quelques mètres, observant la scène avec une satisfaction discrète. « Merci, tante Rose, » dit Inès, sa voix tremblante d'une sincérité qui n'avait rien à voir avec le jeu. La voiture de Maël les attendait. Ils se dirigèrent vers la gare, laissant derrière eux la pression et les apparences. Dans le TGV, de retour à Paris, Inès ne pouvait pas s'arrêter de sourire. Elle avait son studio, sa liberté. « Nous avons gagné, » dit-elle à Maël, qui regardait son ordinateur, le silence professionnel étant de retour. « Oui, » dit Maël, « le contrat est rempli. » Inès sentit un léger pincement. Le contrat, c'était tout ce que c'était. « Je dois vous rendre la robe, bien sûr, et le manteau, et je vous rembourserai le thé vert. » Maël ferma brusquement son ordinateur. Il la regarda, ses yeux gris foncés exprimant une lassitude retrouvée. « Inès, j'ai dit que c'était un investissement. Gardez les vêtements. Et ne parlez plus de remboursement, l'argent n'est pas le problème. » Il y eut un long silence. Maintenant que le rôle était terminé, l'ennui revenait, lourd et tangible. « Alors, c'est fini ?» demanda Inès. Maël hocha la tête. « Le studio est sécurisé. Vous pouvez reprendre votre vie. Et moi, la mienne. » Mais au lieu de se replonger dans son travail, Maël resta assis, fixant la fenêtre. « Vous savez, Inès, c'était la chose la plus amusante que j'ai faite depuis que Lucas a pris sa retraite, » dit-il avec une honnêteté brutale. « Moi aussi, » admit Inès. « C'était terrifiant, mais c'était mieux que de servir des tartares de thon. »« Je ne vais pas revenir au chant des sirènes, ça, mardi prochain, » annonça Maël. « Ce serait étrange. »« Probablement, » répondit Inès, sentant une vague de déception qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Elle avait aimé être Inès Lefebvre, l'ouragan du milliardaire. Ils continuèrent le voyage dans un silence professionnel, le contrat d'amour simulé étant définitivement rompu. En arrivant à Paris, Maël la déposa à la sortie du métro la plus proche de chez elle. « Bonne chance pour vos études, Inès. J'espère que vous réussirez à Rome. »« Merci, Maël. Bonne chance pour ne pas vous ennuyer à mort. » Elle sortit de la voiture, son sac de voyage à la main. Elle regarda la berline noire s'éloigner dans les rues de Paris et elle se sentit incroyablement seule. Elle était libre, elle avait son studio, mais la vie était redevenue prévisible. Pendant ce temps, Maël retourna à son appartement rue de Rivoli. L'espace immense lui sembla plus froid et plus vide que jamais. Il se tenait au milieu du salon, regardant les toits de Paris. Il avait résolu le problème d'Inès, mais il n'avait pas résolu le sien. Il s'assit à son bureau, ouvrit son carnet en cuir, celui où il avait écrit le script de leur rencontre. Il lut les détails de leur histoire, l'esprit des pages, Baudelaire, l'urgence de la vie. C'était un mensonge, mais c'était un beau mensonge. Maël prit son téléphone. Il avait une affaire à régler. Il avait besoin de savoir si l'argent avait été viré par Rose. Il appela sa banque privée. Oui, la somme était bien là, versée par Rose pour l'apport du studio. Maël raccrocha. Inès était en sécurité, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont elle l'avait appelé. Mon chef de projet. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la ville, mais il ne voyait que l'image d'Inès dans la robe bleu nuit, riant à la table de sa famille. Il avait besoin d'un nouveau projet,
un projet qui n'était pas fait de béton. Le lendemain, Maël était au bureau, mais il ne pouvait pas se concentrer. Il ne travaillait plus sur des plans de tour, mais sur des plans d'action imprévus. Il réalisa qu'il avait manqué la sensation d'avoir un enjeu, d'avoir une raison de se lever qui ne soit pas juste l'argent. Il prit une décision, aussi spontanée que celle de courir après Inès dans la rue, une décision qui n'aurait aucun sens pour un homme de son statut. Il appela son assistant. « Je veux que vous trouviez une librairie ancienne près de la Sorbonne, une qui s'appelle l'Esprit des Pages. »« Pour quelle raison, monsieur Lefebvre ?» demanda l'assistant intrigué. « Je crois que j'ai oublié un livre, un Baudelaire, et je pense que je dois m'excuser auprès de la gérante pour avoir fait du désordre. » L'assistant, habitué aux excentricités de son patron, acquiesça. Maël savait qu'Inès y travaillait parfois, en plus de son service au restaurant. Il savait qu'elle y serait peut-être un jour ou l'autre. Il avait besoin de la revoir. Non pas pour un rôle, mais pour voir si la vie pouvait avoir de l'urgence en dehors d'un script. Il ne voulait plus du tartare de thon. Il voulait l'ouragan. L'air de Paris était un peu plus froid, un peu plus dur qu'avant. Maël ne l'avait jamais remarqué. Avant Inès, il ne faisait pas attention à la température de l'air, seulement à l'efficacité de son système de chauffage. Mais depuis qu'il avait goûté à l'urgence, même simulée, le retour à la normalité était un supplice. Il était mardi. Non pas le mardi du chant des sirènes, mais le mardi où il aurait dû être en réunion d'actionnaires. Il avait annulé, prétextant une grippe soudaine, un mensonge qu'il n'avait pas utilisé depuis sa trentaine. Il ne pouvait pas supporter l'idée de s'asseoir à cette table de conférence, de parler de marges et de délais, alors que 48 heures plus tôt, il jouait le rôle de l'amant passionné. Il déambulait dans son appartement, ses pas résonnant sur le parquet précieux. Il s'arrêta devant le miroir. L'homme qu'il voyait était le même. Costume impeccable, cernes légères sous les yeux gris, mais quelque chose avait changé. Il avait faim. Pas de nourriture, mais de bruit, de chaos, de désordre. Il se rendit dans son bureau et ouvrit son carnet en cuir. Le script était toujours là. Sous le titre « Dîner Bordeaux », il y avait des notes griffonnées à la hâte. Ouragan quand elle parle trop vite. Tante Rose, désarmée par affection. Baudelaire, point de rencontre. Il réalisa que le mensonge était devenu plus intéressant que sa vérité. Il avait envoyé son assistant chercher la fameuse librairie, l'Esprit des Pages, près de la Sorbonne. Il n'avait pas osé y aller lui-même hier. C'était trop tôt, trop évident. Il devait se donner une raison. Maël prit le TGV pour Bordeaux. Il s'était inventé un rendez-vous avec un client, juste pour l'excitation du voyage, mais il s'était retrouvé seul dans son compartiment, fixant les champs qui défilaient, sans Inès pour lui rappeler de respirer. Il avait même commandé un thé vert par habitude. Il se rendit à la librairie le mercredi après-midi. Le lieu était petit, chaleureux, saturé de l'odeur du papier jauni et de la cire ancienne. Rien à voir avec les environnements aseptisés de Maël. Il entra, son costume de Milan détonnant parmi les étudiants en pull informe. Il chercha Inès, le cœur battant d'un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis l'urgence de la rue de Varennes. La personne derrière le comptoir était un homme d'une 60aine d'années, portant des lunettes sur le bout du nez. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?»« Oui, bonjour. Je cherche un exemplaire de Baudelaire. Un recueil original, si possible, » dit Maël, récitant la ligne du script. Le libraire sourit. « Ah, les fleurs du mal, le classique. Malheureusement, pas d'original en ce moment. Vous êtes collectionneur ? » J'ai un ami qui l'est, répondit Maël, se sentant mal à l'aise d'utiliser le mensonge dans le lieu même de sa création. Il acheta une édition quelconque, juste pour avoir une excuse. Inès n'était pas là. Il demanda, avec une nonchalance forcée, s'il y avait une étudiante qui travaillait ici. « Hein, vous parlez d'Inès ?»« Non, Inès travaille plutôt au bistrot du 7e. Elle vient ici quand elle a besoin de faire des recherches pour son mémoire. Elle est très douée. » Maël sentit un froid dans l'estomac. Il avait espéré qu'elle y travaillait. Il avait besoin de la croiser par hasard de justifier cette rencontre. « Je vois. Eh bien, je reviendrai, » dit Maël, sortant rapidement, le livre sous le bras. Il était ridicule. Il était le PDG d'une des plus grandes entreprises d'architecture d'Europe, et il était en train de traquer sa serveuse dans les librairies du quartier latin. Il retourna à sa vie, mais la lassitude était désormais une douleur physique. Il avait besoin d'un nouveau projet, mais le seul projet qui l'intéressait, c'était Inès. Pendant ce temps, Inès vivait un rêve étrange. L'argent de Tante Rose était arrivé. Le virement était massif, suffisant pour l'apport et même un peu plus. Elle avait mis une option sur un petit studio dans le 14e, lumineux, avec une petite fenêtre sur une cour intérieure.
C'était la liberté. Elle avait démissionné du chant des sirènes avec une dignité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Paul, le chef de rang, lui avait souhaité bonne chance, étonné par la transformation soudaine de son employé. Inès était assise dans sa petite chambre actuelle, entourée de cartons. Elle était libre. Elle pouvait se concentrer sur son mémoire. Elle pensait à Maël. Elle avait rangé la robe bleu nuit et le manteau de cachemire dans une housse comme des costumes de théâtre. Elle savait que l'homme ne l'avait aidée que pour se divertir. Il avait acheté une histoire et il l'avait bien jouée. Elle se sentait coupable d'une certaine manière. Elle avait exploité sa richesse même si lui-même cherchait à exploiter sa propre vitalité. Elle réalisa qu'elle ne voulait plus le revoir. Le revoir, c'était risquer de briser le souvenir de cette performance parfaite. Elle avait raconté une version édulcorée de l'histoire à Léo, son meilleur ami. Il était sidéré. Donc, tu as simulé une relation avec un milliardaire pour avoir ton studio. C'est un scénario de film, s'était exclamé Léo. Oui, et maintenant je n'ai plus qu'à écrire mon mémoire et ne jamais regarder en arrière, avait répondu Inès. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à la main de Maël sur le bas de son dos, à la façon dont il l'avait défendue contre Rose. Il y avait dans sa performance une chaleur, une sincérité simulée qui avait été étonnamment réconfortante. Maël, incapable de se résigner, se mit à fréquenter le quartier latin. Il ne pouvait pas aller au restaurant, mais il pouvait traîner autour de la Sorbonne, espérant un signe du destin, ou plutôt orchestrant un. Il avait acheté une douzaine de livres qu'il ne lirait jamais, juste pour avoir une excuse crédible s'il la croisait. C'est le vendredi, sous une pluie fine, que le hasard, ou la persistance obsessionnelle, frappa. Inès sortait de la bibliothèque de la Sorbonne, une pile d'ouvrages sous le bras, le visage fermé par la concentration. Elle portait son vieux manteau gris, les cheveux humides. Elle marchait rapidement sur le boulevard Saint-Michel, cherchant à éviter les flaques d'eau. Et là, Maël. Il était appuyé contre sa berline noire. Il avait dit à son chauffeur de se garer discrètement, ce qui était impossible, parlant au téléphone d'une voix basse et autoritaire. Il était en train de signer un contrat de plusieurs millions d'euros, mais au moment où il vit Inès, les chiffres s'évanouirent. Il termina l'appel brusquement. Inès s'arrêta net. La surprise la frappa comme un coup de poing. Maël Lefebvre. Ici. Maël, dit-elle, le nom sortant avec une hésitation qu'elle n'avait pas eue à Bordeaux. Maël s'approcha, adoptant une expression neutre. Il n'y avait plus de masque d'amant passionné, juste Maël, l'homme d'affaires. Inès. Quelle surprise. Je passais dans le coin. C'était un mensonge transparent, mais Inès le laissa passer. « Je suis contente de vous voir, » dit-elle, serrant ses livres plus fort. « J'allais vous appeler. L'argent est arrivé. Tante Rose a fait le virement. Le studio est sécurisé. » Une vague de soulagement traversa Maël. « C'est une excellente nouvelle. Je suis heureux pour vous. » Un silence s'installa, lourd et gênant. Le contrat était rempli. Il n'y avait plus rien à dire. Ils étaient deux étrangers qui partageaient le souvenir d'une histoire d'amour inventée. « Et vous ?» demanda Inès, juste pour briser le silence. « Vous êtes déjà sur un nouveau projet ?» Maël sourit faiblement. « Je suis sur un projet, oui, mais il est moins structuré que d'habitude. » Il se pinça l'arête du nez, le même geste qu'elle avait fait lorsqu'elle était sous pression. « Je suis venu à l'esprit des pages hier. Je voulais voir le lieu de notre rencontre. » Inès cligna des yeux. « Vous y êtes allé ? Pourquoi ? » « Pour m'assurer que le mensonge était solide, » dit-il, avec une honnêteté désarmante. « Mais en fait, j'ai réalisé que je cherchais autre chose. » Il fit un pas vers elle. La pluie redoublait d'intensité. « J'ai besoin de vous, Inès. » Inès recula légèrement. « Maël, si c'est pour une autre mise en scène... » « Non, ce n'est pas un rôle. C'est un travail, un nouveau projet. Et cette fois, je suis le client et vous êtes le consultant. » Inès fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Je vous l'ai dit à Bordeaux. Mon problème est l'ennui. Je suis un homme qui a optimisé sa vie au point de la vider. Pendant ces 2 jours, j'ai ressenti des choses. L'urgence, la peur de l'échec. C'était vivant. » Il regarda la pile de livres qu'elle tenait. « Vous êtes l'ouragan. Vous êtes le chaos. J'ai besoin que vous m'enseigniez à vivre en dehors du script. »« Vous voulez que je sois votre coach de vie ?» demanda Inès, incrédule. « Non, je veux que vous soyez mon guide dans le monde réel, » dit Maël. « Je veux que vous me montriez les choses que je devrais voir, les lieux que je devrais fréquenter. Je veux vous payer pour ça. L'argent ne vous achètera pas, mais il vous donnera du temps libre pour vos études.
C'était Maël, le chef de projet, qui parlait. Il transformait une relation humaine en un contrat de service. Inès sentit une vague de colère. Elle n'était pas un produit. « Maël, je ne suis pas une distraction payante, » dit-elle froidement. « J'ai mon studio maintenant, je n'ai plus besoin de vous. »« Je sais, » répondit Maël, sa voix devenant plus douce, plus vulnérable. « Mais j'ai besoin de vous. Et si vous n'acceptez pas l'argent, acceptez le temps. Un dîner par semaine, 1 heure où vous me montrez un Paris que je ne connais pas, sans script, sans tente rose, juste pour voir si la vie réelle peut être aussi intéressante que celle que nous avons inventée. » Il était désespéré, et ce désespoir était la chose la plus honnête qu'elle ait vue chez lui. Inès soupira. Elle était sur le point de dire non, de fermer la porte à cet homme qui avait le pouvoir de compliquer sa vie. Mais l'idée d'entrer dans le monde de Maël sans le stress du studio, juste par curiosité, était tentante. « Un dîner par semaine, » accepta Inès, « sans argent, sans contrat. Si vous vous ennuyez, nous arrêtons. Et je choisis le restaurant. » Maël sourit, un vrai sourire cette fois, moins raide. « C'est un marché. Quand commence le projet ? » ?»« Demain soir. Je vous emmène dans le 18e. »« Le 18e » répéta Maël, comme si c'était une destination exotique. « J'ai hâte. » Le lendemain, Maël était nerveux. Il avait passé la journée à annuler des réunions et à chercher des informations sur le 18e arrondissement, se demandant s'il devait porter un costume ou s'il devait s'habiller normal. Il opta pour un jean sombre et une veste en cachemire, le compromis le plus élégant qu'il pouvait trouver. Inès l'attendait devant la station Lamarque-Caulaincourt, le point le plus élevé de Paris. Elle portait un pull en laine et un jean, l'air détendu. « Bonsoir, chef de projet, » dit-elle, un sourire moqueur aux lèvres. « Bonsoir, ouragan. »« Je n'ai pas pris ma berline, » dit Maël fièrement. « J'ai pris un VTC, mais c'est déjà un progrès. »« Excellent, » dit Inès. « Ce soir, nous mangeons dans un endroit qui s'appelle le Zinc. C'est le bar de mon ami Léo. » Maël se souvint. Léo, l'étudiant en cinéma qu'ils avaient décidé d'omettre du script de Bordeaux. Le Zinc était l'opposé du chant des sirènes. C'était bruyant. Les tables étaient serrées et l'odeur de frites flottait dans l'air. Léo, un jeune homme aux cheveux bouclés et à l'énergie débordante, les accueillit avec un grand sourire. « Inès, je savais que tu viendrais. » Il se tourna vers Maël avec une curiosité non dissimulée. « Et voici le fameux Maël, l'architecte de la Défense. »« Enchanté, Léo, » dit Maël, serrant la main de Léo. Il se sentait exposé, mais étrangement revigoré. Ils s'assirent à une petite table en bois. Inès commanda une bière artisanale, et Maël, se sentant obligé de jouer le jeu, demanda la même chose. « Alors, Maël, Inès m'a dit que vous avez sauvé son studio. Vous êtes un héros de l'immobilier, » dit Léo, avec une ironie légère. « C'était un projet intéressant, » répondit Maël, choisissant ses mots avec soin. Inès intervint. « Léo, Maël est là pour une séance de coaching. Il essaye d'être moins ennuyeux. »« C'est vrai ?» Léo regarda Maël, intrigué. « Mais pourquoi ? L'ennui est le luxe des riches. »« L'ennui est une maladie, Léo, » répondit Maël avec une conviction soudaine. « Et j'ai besoin de remèdes. » La soirée fut un choc culturel pour Maël. Le bruit, les conversations animées, la nourriture simple. Il écouta Inès et Léo parler de cinéma, de leurs rêves, de la difficulté de payer un loyer. Il réalisa à quel point son monde était protégé, silencieux et, oui, ennuyeux. « Vous n'avez jamais eu à vous battre pour quelque chose, Maël ?» demanda Inès, le regardant fixement. « J'ai construit une entreprise à partir de rien, » dit Maël défensivement. « Non, ça c'est une construction. Je parle de se battre pour le droit d'exister, pour le droit de choisir sa vie. » Maël resta silencieux. Il n'avait jamais eu à se battre. Il avait toujours eu le choix. « Non, » admit-il finalement, « je n'ai jamais eu à me battre pour ça. » Il regarda Inès et il vit le respect dans ses yeux. Il n'était plus le milliardaire qu'il avait sauvé. Il était juste un homme qui reconnaissait son privilège. À la fin de la soirée, Maël se sentait étrangement léger. Il avait ri, il avait bu de la bière, il avait parlé de choses qui n'avaient rien à voir avec l'architecture. Il raccompagna Inès à sa station de métro. « C'était très réussi, Inès, » dit Maël. « Je n'ai pas pensé à mon carnet une seule fois. »« Tant mieux, » répondit Inès. « C'est le but. Je vous vois la semaine prochaine ? » « Oui, où m'emmenez-vous ? » ?»« Je vous emmène à une soirée étudiante. Vous allez apprendre à danser sans vous sentir coupable. » Maël sourit, un sourire qui atteignait ses yeux. « J'ai hâte de voir ça. » Il se sentait de nouveau en vie. Le contrat était terminé, mais le projet de vie venait de commencer.
Les semaines suivantes se déroulèrent comme une série d'expériences sociales pour Maël. Inès le sortait de sa coquille. Un soir, elle l'emmena à un concert de jazz underground dans le 11e, où Maël, habituellement habitué aux loges d'opéra, fut obligé de s'asseoir sur une caisse en bois. Un autre jour, elle l'obligea à passer l'après-midi au jardin des plantes, juste pour observer les gens. Maël, l'homme de la structure, apprenait le plaisir de l'imprévu. Il prenait des notes, non pas pour un contrat, mais pour se souvenir des sensations. Inès, de son côté, s'épanouissait. Elle avait son studio. Elle travaillait sur son mémoire. Et elle avait un ami étrange et riche qui la sortait une fois par semaine. Elle se sentait respectée, non pas pour son charme, mais pour son intelligence et sa vitalité. La relation était restée strictement platonique, mais une intimité étrange s'était développée. Ils partageaient des blagues sur Tante Rose et le chef de projet. Ils pouvaient se parler de leurs peurs, Maël de sa peur du vide, Inès de sa peur de l'échec. Un soir, ils étaient assis sur les quais de Seine, regardant les bateaux-mouches. « Vous savez, Maël, dit Inès, jetant un caillou dans l'eau, j'ai beaucoup réfléchi à Bordeaux. Vous étiez si convaincant. J'avais un bon scénario. Et un excellent partenaire, répondit Maël. Non, je parle du moment où vous avez dit à Rose que j'étais la chose la plus vraie que vous ayez rencontrée. C'était la partie la plus touchante du mensonge. Maël la regarda dans l'obscurité. C'était la vérité, Inès. Dans mon monde, tout est filtré par l'argent et les apparences. Vous, vous êtes brute, vous êtes directe. Vous êtes la seule personne que je connaisse qui peut m'appeler chef de projet, sans craindre d'être renvoyée. Inès sourit. Et vous êtes la seule personne que je connaisse qui a besoin d'être payée pour être heureux. Le silence revint, mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était confortable. J'ai quelque chose à vous montrer, dit Maël, se levant. Venez. Il l'emmena à quelques mètres, jusqu'à un pont d'où l'on voyait la tour Eiffel. J'ai acheté un tableau, dit Maël. Un tableau abstrait. C'est la première fois que j'achète quelque chose qui n'a pas de fonction, juste de l'émotion. Inès le regarda surprise. Et pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est grâce à vous. J'ai appris qu'il y a de la beauté dans le désordre. Il se tourna vers elle et Inès vit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue chez l'homme d'affaires. Inès, je crois que le projet chef de projet est terminé. Inès sentit son cœur se serrer. Elle s'y était habituée. Elle avait peur de retourner à la solitude. Vous avez fini votre thérapie? Demanda-t-elle, essayant de plaisanter. Non, je crois que le rôle de consultant n'est plus adapté. Il s'approcha, et cette fois, il n'y avait pas d'hésitation. Il posa ses mains sur ses joues et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser passionné et théâtral qu'ils avaient inventé sous la pluie. C'était un baiser lent, doux, incertain, mais profondément réel. Inès répondit au baiser, le chaos de son propre désir se mêlant à la surprise. La frontière entre le mensonge et la réalité venait de s'effondrer. Maël s'écarta, son visage près du sien. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de l'ouragan, et ce n'est pas dans le script. Inès posa sa tête sur son épaule, respirant l'odeur de son cachemire et de son eau de Cologne sophistiquée. Ce n'est pas dans le mien non plus, chef de projet, murmura-t-elle. Elle réalisa que Maël avait besoin de structure pour tout, même pour l'amour. Il avait dû terminer le contrat de consultant avant de commencer la relation réelle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda Inès. Maintenant, nous allons voir si nous pouvons construire quelque chose qui n'est pas fait de verre et de béton, quelque chose qui est fait de Baudelaire et de bière artisanale, dit Maël. Il prit sa main, et cette fois, il n'y avait pas de besoin de performance. C'était juste deux personnes qui se tenaient de la main, sous les lumières de Paris, prêtes à affronter l'imprévisible. Ils marchèrent le long des quais, parlant de l'avenir. Inès lui raconta ses plans pour Rome, et Maël, au lieu de se concentrer sur la logistique, parla de la possibilité de construire une vie à deux, un pont entre son monde et le sien. Inès savait que ce serait compliqué. Maël était l'ordre, elle était le désordre. Mais elle aimait le désordre qu'il apportait dans sa vie, et il aimait l'ordre qu'elle apportait à son cœur. Elle se souvint d'une phrase que Maël avait dite à Bordeaux. Elle me rappelle que le monde est plus grand que le 7e arrondissement. Il avait enfin trouvé son échappatoire, et c'était elle. Le lendemain, Maël était au bureau, mais il ne travaillait pas sur les plans de la nouvelle tour. Il était en train de regarder les vols pour Rome. Il avait un nouveau projet, et ce projet n'avait pas de date d'achèvement. Inès, de son côté, était assise à sa table de travail, essayant de se concentrer sur son mémoire. Mais au lieu de Flaubert, elle ne voyait que le visage de Maël. Elle avait son studio, sa liberté, mais elle avait aussi l'homme qui lui avait donné les deux.
Elle prit son téléphone et envoya un message à Maël. « Chef de projet, j'ai une urgence. J'ai besoin de vous. » La réponse vint immédiatement. « Ouragan, j'arrive. Où est le chaos ?» Elle sourit. Le chaos était dans son cœur, mais elle était prête à l'accepter. Le jeu était fini. La vie commençait. 6 mois plus tard, Maël n'était plus le Maël des tartares de thon. Il avait délégué une grande partie de ses responsabilités à son associé et il passait plus de temps au 18e qu'au 7e arrondissement. Il avait appris à aimer le bruit et les gens. Inès avait obtenu son diplôme. Elle avait commencé à travailler à temps partiel dans une maison d'édition, tout en préparant son départ pour Rome. Le studio était loué à un étudiant en cinéma, Léo bien sûr, et Inès vivait la plupart du temps chez Maël, rue de Rivoli. La cohabitation était un défi. Maël était obsédé par l'ordre, Inès par la créativité désordonnée. Le salon était un champ de bataille entre les plans d'architectes et les piles de livres d'Inès. Un soir, alors qu'ils dînaient sur leur terrasse, Maël regarda Inès qui parlait passionnément de son futur voyage en Italie. « Inès, j'ai une question qui n'est pas dans le script, » dit Maël. « Je vous écoute, chef de projet, » répondit Inès amusée. « Quand nous étions à Bordeaux, quand nous jouions la comédie pour Tante Rose, y a-t-il eu un moment où vous avez eu peur que ce soit vrai ?» Inès posa son verre. Elle regarda Maël, et son regard était rempli de cette sincérité brutale qu'il aimait tant. « Oui, Maël, au moment où vous avez pris ma main à table, quand vous parliez de la raison pour laquelle vous m'admiriez. J'ai eu peur que ce soit réel, parce que je savais que si c'était réel, vous seriez la personne la plus compliquée de ma vie. Et c'est le cas? Oui, mais c'est aussi la personne qui m'a appris que la vie vaut la peine d'être vécue, même quand elle n'est pas planifiée. » Maël sourit. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre. Il regarda les lumières de Paris et il se sentit plein. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Maël, sortant une petite boîte en velours noir. Inès regarda la boîte, son cœur battant la chamade. Elle pensait à une bague de fiançailles. Trop vite, trop Maël. Maël ouvrit la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamant, mais un petit pendentif en argent, gravé d'un mot. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Inès, la gorge serrée. « C'est le nom de notre projet, dit Maël. » Inès prit le pendentif. Le mot gravé était « Ouragan ». « Je ne peux pas vous promettre que je ne serai plus jamais un chef de projet, Inès, mais je peux vous promettre que je ne m'ennuierai plus jamais. » Inès se leva, se jeta dans ses bras. « C'est le plus beau cadeau que vous m'ayez fait. Alors, Ouragan, quand partons-nous pour Rome? J'ai besoin d'apprendre à faire les pâtes. » Inès rit. « Demain. Mais d'abord, nous devons trouver le moyen d'emmener votre collection de montres dans une valise. » Maël la serra plus fort. Le nouveau projet était un succès, et il n'y avait plus de retour possible. Film de la partie 4. 6 mois plus tard, Maël n'était plus le Maël des tartares de thon. Il avait délégué une grande partie de ses responsabilités à son associé, et il passait plus de temps au 18e qu'au 7e arrondissement. Il avait appris à aimer le bruit et les gens. Il avait même récemment acheté une Vespa, un achat totalement irrationnel qui ravissait Inès. Inès avait obtenu son diplôme, son mémoire sur la mélancolie romantique ayant été salué comme un travail d'une maturité inattendue. Elle avait commencé à travailler à temps partiel dans une maison d'édition, tout en préparant son départ pour Rome, où elle prévoyait d'étudier l'histoire de l'art. Le studio qu'elle avait sécurisé grâce à l'apport de Rose était loué à un étudiant en cinéma, Léo bien sûr, ce qui lui assurait un petit revenu stable. Inès, elle, vivait la plupart du temps chez Maël, rue de Rivoli. La cohabitation était un défi constant. Maël était obsédé par l'ordre, Inès par la créativité désordonnée. Le salon était un champ de bataille entre les plans d'architectes sur papier glacé et les piles de livres d'Inès, qui semblaient se reproduire pendant la nuit. Maël avait fini par installer des étagères supplémentaires, un compromis qui montrait l'étendue de son changement. Un soir, alors qu'ils dînaient sur leur terrasse, dominant les toits parisiens, Maël regarda Inès, qui parlait passionnément de son futur voyage en Italie. « Inès, j'ai une question qui n'est pas dans le script, » dit Maël. « Je vous écoute, chef de projet, » répondit Inès, amusée. « Quand nous étions à Bordeaux, quand nous jouions la comédie pour Tante Rose, y a-t-il eu un moment où vous avez eu peur que ce soit vrai ?» Inès posa son verre. Elle regarda Maël et son regard était rempli de cette sincérité brutale qu'il aimait tant. « Oui, Maël. Au moment où vous avez pris ma main à table, quand vous parliez de la raison pour laquelle vous m'admiriez, j'ai eu peur que ce soit réel, parce que je savais que si c'était réel, vous seriez la personne la plus compliquée de ma vie. Et c'est le cas ? Oui,
répondit Inès, souriant largement. Mais vous êtes aussi la personne qui m'a appris que la vie vaut la peine d'être vécue même quand elle n'est pas planifiée. Maël sourit. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre. Il regarda les lumières de Paris et il se sentit plein. Il s'était débarrassé de son ennui existentiel, non pas par une thérapie coûteuse, mais par un mensonge élaboré. « J'ai quelque chose pour vous », dit Maël, sortant une petite boîte en velours noir de la poche intérieure de sa veste. Inès regarda la boîte, son cœur battant la chamade. Elle pensait à une bague de fiançailles. Trop vite, trop Maël. Maël ouvrit la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamant, mais un petit pendentif en argent, gravé d'un mot. « Qu'est-ce que c'est » demanda Inès, la gorge serrée. « C'est le nom de notre projet », dit Maël. Inès prit le pendentif. Le mot gravé était « Ouragan ». Je ne peux pas vous promettre que je ne serai plus jamais un chef de projet, Inès, mais je peux vous promettre que je ne m'ennuierai plus jamais. Inès se leva, se jeta dans ses bras. C'est le plus beau cadeau que vous m'ayez fait. Alors, Ouragan, quand partons-nous pour Rome? J'ai besoin d'apprendre à faire les pâtes. Et nous devrons peut-être louer un appartement assez grand pour accueillir Tante Rose. Inès rit. Jamais. Nous ne lui donnerons plus jamais d'enjeu. Maël la serra plus fort. Le nouveau projet était un succès, et il n'y avait plus de retour possible. Elle avait eu besoin d'un petit ami pour sauver son avenir, et elle avait fini par trouver un avenir avec l'homme qu'elle avait payé pour jouer le rôle. C'est ça, la vie. Quand elle est en jeu, on trouve des ressources qu'on ignorait avoir. Inès, la serveuse et étudiante, a utilisé la vanité d'un milliardaire pour garantir son indépendance. Elle a fait un coup de maître, transformant une obligation familiale en un tremplin vers ses rêves, sans jamais se compromettre. Elle a menti, oui, mais pour une bonne cause. La sienne. Es-tu d'accord qu'elle a bien fait de se prioriser, ou penses-tu qu'elle a été trop dure avec la famille ?